Et, et c'est bon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel atelier citoyen d'avenir énergétique qui nous permet de creuser les questions de transition. Jusqu'à présent, on a fait plutôt des sujets techniques et là, on va faire un sujet un peu différent sur la finance et la finance responsable. Et donc, on a invité Olivia Blanchard. Merci beaucoup d'être là avec nous. Et donc, on va faire un atelier interactif. Olivia, toi, tu as plusieurs slides à nous présenter, même pas mal. Et donc, après, nous, on pourra poser des questions pendant que tu présentes en levant la main. Et Victor fait les sélections des questions. Est-ce que, Olivia, tu peux commencer par te présenter et puis après, on pourra commencer avec l'atelier. Ouais, bah merci beaucoup. Bon, bah moi j'aime bien les petits formats. Du coup, ça va permettre d'être plus dans l'interaction. Mais du coup, alors qui je suis? Ça fait 17 ans que je travaille sur les marchés financiers. J'ai fait plein de sociétés différentes, Société Générale, AXA IM, Rothschild, Crédit Agricole Chevreux, broker. J'ai fait ça à Paris, à Londres. Je travaillais en Suisse, à Dubaï un peu aussi. Même si bah, ça n'a pas été ma partie préférée. Mais j'ai quand même eu ces interactions-là. Depuis 8 ans, je fais ce métier de réglementation, conseil, conformité de manière indépendante. J'ai mon cabinet de conseil. Et il y a 5 ans, en parallèle de tout ça, j'ai créé l'Association des acteurs de la finance responsable, qui est une activité bénévole. Et récemment, je suis aussi fondatrice de Nature in Finance, et c'est comment intégrer justement la dimension nature dans le secteur financier. Il y a plein de choses à faire. Voilà. En gros, là, je pense que tout ça, vous êtes au courant, donc je vais passer assez rapidement sur tous ces constats qu'on traverse. Euh, du coup, l'idée, c'était de poser un peu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de finance? Pourquoi est-ce que la finance, c'est un secteur qui est important dans ces sujets-là? Et comment finalement le secteur financier a un rôle à jouer? Et ce que j'aime bien, c'est parler de l'intégration des risques. En fait, on sait que dans le système financier, il y a deux piliers un peu fondamentaux qui sont les risques et la performance. Et c'est un peu ça qui détermine aujourd'hui l'intégralité des stratégies financières. Et donc, au lieu de se dire que on va créer un troisième pilier, ce qui est un peu le cas depuis 2018, on se dit il y a performance, rentabilité, et on va créer un troisième pilier qui est durabilité. C'est comment finalement on va, et on voit à quel point c'est compliqué, on va plutôt rester sur les deux piliers fondamentaux qui sont risque et performance et se dire que aujourd'hui, intégrer les dimensions environnementales, c'est finalement une meilleure gestion de ces risques parce que ce sont des risques qui deviennent matériels. Et c'est un peu l'idée de ces chiffres et de tous ces événements qu'on se rend compte aujourd'hui qui ont une incidence de toute façon financière. Là, je pense que peut-être que c'est un graphe que vous connaissez sur la différence entre le monde à 1,5 degré ou 2 degrés. Et c'est un peu tous les points de bascule que l'on peut rencontrer. Et donc, c'est comment aussi la finance, elle se positionne là-dedans. Donc, il y a tout le sujet de l'alignement de la trajectoire des portefeuilles. Encore une fois, la gestion des risques de durabilité, quelles sont les politiques d'exclusion et la redirection des flux financiers. Ça, c'est les leviers qui sont aujourd'hui à disposition du secteur financier pour avoir un rôle à jouer dedans. Il y a souvent une confusion en fait entre les différents types d'acteurs et quel levier est à disposition de quel acteur. Parce qu'effectivement, il y a le secteur économique, qui sont les entreprises, et il y a le secteur financier. Et parfois, en fait, on est un peu dans un espèce de contexte de triangle de l'inaction où chacun va se dire, surtout dans le secteur de la finance, va dire non, mais c'est l'économie, l'économie va dire non, mais c'est la finance, etc. Et donc finalement, c'est un peu arrêter ces renvois de responsabilité. C'est juste de se reposer sur le mode de fonctionnement de chacun de ces secteurs et se dire, si on prend la finance, là où elle fonctionne, comment elle fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être modifié, intégré, qui peut évoluer pour prendre en compte ces enjeux-là. Et donc ça, c'est un peu les quatre points qu'on a identifiés du secteur. Ça, c'est un petit focus sur effectivement pourquoi est-ce qu'on avait créé cette association. C'était de se dire, bah voilà, aujourd'hui, on partage tous des constats assez alarmants que la finance a un rôle à jouer. Et donc, comment on fait? Et donc, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on a besoin finalement de créer des collectifs
de créer des communautés qui vont partager les mêmes valeurs et qui vont pouvoir aussi à un moment peser dans des débats qui sont, comme on le dit souvent, d'expertise, qui sont un petit peu compliqués. Et typiquement, une action que nous, on a menée, c'est lors de la revue de label ISR. En fait, le gouvernement avait nommé un comité du label pour revoir le référentiel. Et dans ce label, jusqu'à présent, on était le seul pays en Europe qui continuait à labelliser des fonds d'investissement en disant que c'était un fonds d'investissement socialement responsable, mais à l'intérieur desquels on pouvait retrouver du financement des énergies fossiles. Il n'y avait pas d'exclusion en fait de ce secteur-là. Et donc, quand il y a eu la revue du label, on a notamment fait des pétitions pour insister sur le fait qu'il fallait avoir ces exclusions sectorielles sous peine de perte de crédibilité. Et donc, parce que, il y a eu un peu cette coalition avec d'autres ONG, d'autres associations très engagées sur le sujet, où il y avait des gros titres des Échos qui disaient les exclusions sur les énergies fossiles ne seront pas prises en compte par le nouveau référentiel un an et demi après un peu des batailles médiatiques et puis des discussions dans les couloirs des ministères. Finalement, il y a eu l'exclusion de ce financement des énergies fossiles, ce qui représentait à peu près 7 milliards de financement aujourd'hui qu'on pouvait retrouver dans les fonds labellisés ISR. Donc voilà. Donc c'est comment aujourd'hui, finalement, on arrive à faire évoluer. Ouais, Arthur. Pardon. Donc, ouais, j'ai une question là-dessus. Ça veut dire que Ouais, maintenant, Total Energy, par exemple, est pas éligible à un fonds ISR. ouais, exactement. Et parce que, enfin, jamais, enfin, parce que ils ont des trucs décarbonés et ils ont des trucs pas décarbonés. Ouais. Est-ce que, enfin, comment on fait? Parce que, Parce qu'en fait, si tu veux, on va prendre en considération des seuils aujourd'hui significatifs par rapport au chiffre d'affaires et aussi un plan de transition, une trajectoire climatique. Et en fait, il faut que ça corresponde à 1,5 degré. Donc aujourd'hui, typiquement, ils sont pas en mesure. euh, Et puis en fait, euh, ça a été un peu toute la bataille, si tu veux, qu'après, tu as des trucs un peu techniques de proportion, de seuil, de significativité dans les différentes activités. Et en fait, pour être éligible aujourd'hui au label ISR, si tu es dans ces secteurs-là, en fait, c'est assez compliqué, quoi. Donc, ça a permis, en fait, si tu veux, faut repositionner le sujet que ces labels, ils servent à communiquer auprès d'épargnants particuliers au sujet de la durabilité. Et donc, jusqu'à présent, si tu veux, souvent, même si 70% des Français n'ont jamais entendu parler du label ISR, il y a quand même ce sujet aujourd'hui que tu ne peux difficilement communiquer sur un fonds investissement socialement responsable dans lequel tu vas continuer à investir dans un secteur qui a été identifié comme étant principalement responsable du réchauffement climatique. Donc, du coup, ça permet de rapporter une certaine crédibilité par rapport à ta distribution et par rapport au discours des épargnants. Oui, Nicolas. Donc un constructeur automobile, lui, serait pas labellisable non plus, sauf s'il Euh, produisait que des voitures électriques ou pas. non, ouais, ça en fait, ça va être différent. Si tu veux, aujourd'hui, l'accent sur les exclusions du label ont été vraiment mis sur les énergies fossiles. Là, c'est un autre type de secteur. Et en fait, ça va être beaucoup plus relatif à une notation ESG de leur pratique. D'accord. Mais c'est pas encore rentré dans le champ d'exclusion aujourd'hui qu'un constructeur automobile qui va faire que, je dis n'importe quoi, 10% d'électrique et 90 de thermique devrait être exclu de l'ISR. Là, quand on va toucher à d'autres secteurs que les énergies fossiles, tu vas rentrer vraiment dans la catégorisation ESG et donc tu seras choisi en fonction du best effort ou en fonction des meilleures pratiques avec tes copains ou voilà ou d'autres stratégies d'intégration ESG. Mais ça n'a pas été flagué comme étant un secteur d'exclusion euh, dans les labels. Ouais, Arthur. ouais, c'est bon. Donc,
si je comprends bien, donc il y a cette histoire d'exclusion dans le secteur des énergies fossiles, sauf que par exemple l'IOD, pour respecter les 1,5 degrés, on peut Ouais, continuer quand même à investir un peu dans les énergies fossiles, mais que dans les champs existants, pas dans les champs nouveaux, ce que fait pas ouais, Total, donc ils sont ouais. exclus, ok. Mais ça veut, mais et de fait, Total n'est pas ni 1,5 degré. Le truc, c'est que y a aucune, enfin, le monde entier, enfin, personne, enfin, les États, personne ne l'est, et Mm. même de degré, personne n'est aligné à ça. Non, Et non. donc, en fait, ça veut dire que ISR ne peut pas scaler, en fait, enfin, c'est pas généralisable, en fait, parce que on, C'est-à-dire que ce n'est pas parce que généralisé. Qu'est-ce que tu entends par là? euh, je sais pas combien ça représente par exemple, de l'épargne qui est fléchée vers ça, mais ça peut pas être 10% ou 50% parce que le monde entier n'y est pas. Ouais, mais Après, c'est un c'est peu le jeu de ouais. la poule et l'œuf, mais En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand tu es dans la construction d'un fonds, il faut se poser des questions sur c'est quoi ton objectif, l'objectif de ton fonds, ton objectif d'investissement. En fait, quand tu es dans une démarche de labelliser ESR, c'est que tu es dans une démarche d'afficher un objectif d'investissement qui va mettre en avant que tu vas choisir les meilleures entreprises sur leur notation ESG, si je la fais de manière assez simpliste. Mais quand tu regardes, ça représente absolument pas la totalité des encours. Et ensuite, ESG ne veut pas dire durabilité. Et ça, c'est vraiment hmm. super important. C'est pas parce que Total, ils ont une très bonne note ESG, tu vois, sur d'autres sujets, peut-être pas sur le social, mais, mais ils ont vraiment un score ESG qui est pas du tout dégueulasse. Donc, c'est comment est-ce que tu affiches ton objectif d'investissement quand tu fais ton fonds. Il y a aussi la chose, c'est tu peux être partisan de te dire, moi, je veux financer la transition. Donc, je vais aller investir dans les entreprises qui finalement sont un peu les plus pourries parce que mon objectif à moi, c'est d'accompagner la transition et la transformation de ces entreprises. Mais du coup, c'est un autre typologie d'objectif d'investissement. Et en fait, ce qui est très important, in fine, quand on repositionne tout ça, c'est la communication. Et tu vois, quand on parle d'éco-blanchiment, quand on parle de toutes ces problématiques aujourd'hui, c'est qu'on communique très très mal sur ces différents sujets. C'est-à-dire que si dès le départ, on te dit, bah, en fait, toi, tu veux financer quoi? C'est-à-dire que tu vas accompagner la transformation et la transition. Ok, dans ce cas-là, bah oui, tu vas peut-être retrouver du total. Mais c'est quoi ton levier d'action sur la transition et la transformation quand tu es actionnaire? C'est finalement d'avoir assez d'actions en portefeuille pour pouvoir avoir une vraie influence dans les assemblées générales. Parce que sinon, à quoi ça sert de se dire que tu as un objectif d'accompagner la transition, sachant que les actions sont fongibles. C'est pas comme des obligations. Donc, une action, de tenir une action totale, tu finances aussi bien, par exemple, un projet d'expansion en Afrique que tu vas financer l'acquisition d'énergie verte, renouvelable. Tu n'as aucune ségrégation des choses. Ce qui peut être différent quand tu vas sur de l'obligation. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent les obligations parce que justement, ça te Hmm. permet de mieux flécher le projet que tu veux financer. Mais c'est pour ça que dans les fonds, il faut regarder la composition, obligation, action et quel est l'objectif d'investissement. Mais quand tu affiches un label ISR, effectivement, l'objectif, c'est de te dire que c'est socialement responsable. Et donc, c'est là où est-ce que avoir des actions totales, c'est socialement responsable aujourd'hui au regard du réchauffement climatique? C'est un peu compliqué. Oui. Et une dernière question, c'est ISR permet de faire, de noter et des actions et des obligations ou que des actions? Tu vas avoir certaines obligations qui sont notées Ok. et évidemment les actions. Et en fait, quand tu es dans un fonds ISR, tu es obligé d'avoir une couverture à un minimum de 90% de ton portefeuille en notation ESG. Ok, merci. Donc voilà. Euh, je sais que vous aimez, enfin, que votre sujet de prédilection, c'est l'énergie, potentiellement le climat. Et en fait, moi, personnellement, depuis toutes ces années que je suis engagée sur le sujet de la finance responsable, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est le sujet de la nature et l'interdépendance systémique qu'on a entre la nature et l'économie. Et à quel point aujourd'hui, finalement, c'est assez sous-traité, même sous-évalué dans le secteur financier où j'aime bien cette représentation de la pyramide des ODD,
où finalement on voit que tout ce qui tient la société et l'économie de manière générale, c'est la biosphère. Et donc si la biosphère s'effondre, finalement, bah, la société et l'économie s'effondreraient aussi. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas assez conscience, même si ça commence à poindre le bout de son nez, typiquement la FCA, qui est l'autorité de régulation au UK, donc du secteur financier, a publié un rapport il y a peut-être une semaine ou deux sur l'intégration des risques systémiques et l'intégration des risques naturels et de leur impact sur les risques systémiques et notamment sur l'économie. Donc on est en train de réaliser ça, mais en fait, ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est ce qu'on réalisait pour le climat il y a 15 ans. Donc on est un peu au tout début, alors que ceux qui commencent déjà à prendre un peu conscience du sujet se rendent compte que finalement, l'impact et les problématiques, elles sont déjà clairement interconnectées avec le climat, mais qu'elles sont beaucoup plus importantes et qu'on est beaucoup plus dépendant aujourd'hui de l'écosystème naturel pour maintenir notre société et notre économie que finalement on ne le pense. Donc voilà. Ça, c'était un petit point justement sur les prises de conscience de catalyser les transformations pour préserver la nature et les besoins de financement sur ce sujet. Comprendre à quel point aujourd'hui le secteur économique, qui est quand même important, n'a pas pris encore pleinement conscience d'intégrer ces stratégies, notamment sur ces dépendances aux services écosystémiques. Et donc qu'il y a un besoin urgent enfin, d'accompagner l'économie et la finance sur la prise de conscience de ces enjeux et de cette vague qui va arriver. La Banque de France, typiquement, a commencé à mettre en place un consortium de recherche en mai dernier pour intégrer dans les nouveaux modèles macroéconomiques enfin, ce que c'est que la valorisation des services, des contributions, parce qu'ils appellent plus ça services écosystémiques, mais contribution de la nature, justement, dans ces différents sujets. Euh, Comprendre le rôle fondamental des banques. En fait, il y a vraiment ce sujet aujourd'hui, quand on aborde le secteur de la finance, on se dit, OK, il y a ce problème à chaque fois que, voilà, dès qu'on parle de finance, c'est assez opaque. On ne comprend pas tout ça, comment ça fonctionne, les banques. Généralement, c'est le premier acteur auquel on pense. Très peu de personnes comprennent derrière, par exemple, le fonctionnement d'une société de gestion, comment c'est rattaché. Et donc, c'est déjà d'identifier le premier acteur financier qui peut avoir un peu un rôle ou une responsabilité finalement dans la réorientation des flux financiers. Ça, c'est un peu le gros sujet. Les dépôts font les crédits. Pour la petite anecdote, cette formation, je l'ai faite. C'était exactement 3 jours avant qu'il y ait l'article Bon Pote qui sorte co-rédigé avec Alain Grandjean, etc. Où finalement, depuis avant cet article-là, on va dire, le motto, c'était effectivement les dépôts font les crédits. Et que à partir du moment où vous avez, en tant que personne citoyenne, on va dire, on a tous un compte bancaire, on a tous de l'argent sur un compte en banque, mais en fait, cet argent ne dort pas et il sert à créer une capacité de crédit, donc de financement des banques. Ce qui a plus ou moins été démontré que finalement, ça n'avait pas vraiment d'incidence. Mais il y a encore des débats d'experts sur le sujet parce que certains vont dire, donc non, ça n'a pas d'incidence. Mais il y a quand même une corrélation entre le montant des liquidités déposées dans les banques et sa capacité de crédit. Donc même si effectivement, c'est pas aussi raccourci que les dépôts font les crédits, il y a quand même une corrélation entre les deux. Du coup, il y a un petit sondage qui dit qu'effectivement, 3 épargnants sur 5 pensent que les établissements financiers ont une légitimité à dialoguer avec les entreprises pour les inciter à améliorer leurs pratiques. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fameux triangle de l'inaction, c'était de se dire pouvoir public, entreprise, secteur financier, qui finalement va prendre la responsabilité. Typiquement, aujourd'hui, certains vont dire, bah, en fait, bah, il faut que ce soit que de la réglementation et que ce soit au pouvoir public de prendre des mesures qui vont obliger les acteurs à faire ça.
Il y en a qui vont considérer, voilà, si on parle aux entreprises, elles vont dire non, non, mais c'est à la finance de modifier ses process. Le secteur financier, et pour avoir beaucoup de conversations avec beaucoup de banquiers, vont dire, nous, on est des financiers, on finance que des projets. S'il n'y a pas de projet, on ne peut pas financer. Et donc voilà, c'est comment on sort un petit peu de ce sujet-là. Et c'est là où, en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que, effectivement, le secteur de la finance, il a un vrai devoir de vigilance. Et notamment via un sujet, c'est le suivi des controverses. Aujourd'hui, quand une banque détient des positions ou accorde du financement sur telle ou telle entreprise, finalement, elle doit prendre conscience que le suivi des controverses, déjà, a un impact sur le cours des bourses de ces entreprises et a un impact, du coup, sur la performance des produits financiers. Et donc, c'est comment aujourd'hui le secteur enfin, améliore ce sujet des controverses. Il y a vraiment un sujet aujourd'hui où on manque de transparisation sur le sujet justement actionnariat, de savoir quelle banque, par exemple, est actionnaire de telle ou telle entreprise, ce qui crée un peu des problématiques inverses. Je donne un exemple que nous, on a essayé, sur lequel on essaye de travailler, mais qui est très compliqué. Celui, comme on voit là, par exemple, Carrefour et le sujet du thon. Si aujourd'hui, on n'est pas vraiment en capacité de déterminer qui sont les actionnaires, par exemple, de Carrefour. Si on pouvait avoir accès facilement à cette information, ça permettrait d'interpeller ces actionnaires pour qu'ils prennent en charge leur rôle d'actionnaire vis-à-vis de l'émetteur. Et donc, ils demandent, par exemple, à un Carrefour, c'est quoi le dispositif qu'ils ont mis en place pour justement remédier à ce scandale du mercure dans le thon. Et c'est là où, en fait, on arrive sur cette complexité aujourd'hui de l'opacité quand on parle du secteur de la finance, c'est qu'on ne sait pas trop qui fait quoi, qui détient quoi. Et donc, c'est difficile en tant que citoyen, si on reprend sur un peu la thématique, d'avoir un peu un moyen de pression vis-à-vis de telle ou telle banque. Alors, il y a des ONG, typiquement comme Reclaim, qui ont, par exemple, accès à des bases de données qui vont pouvoir spotter que telle et telle banque ont financé tel projet de développement d'énergie fossile, etc. Mais c'est un travail qui est vraiment titanesque parce que ça demande accès à des bases de données qui coûtent extrêmement cher. Et finalement, du coup, ça n'aide pas à la facilité, enfin, ça n'aide pas à avoir l'information et du coup de mettre en place des vrais dispositifs un peu plus citoyens qui permettraient de l'engagement vis-à-vis du secteur financier. Ouais, Arthur, attends, mute. Oui, pourquoi on n'a pas accès à la liste des actionnaires de Carrefour? Parce qu'il Mm, y a bien, il y a bien un compte bancaire avec un identifiant et un nom et l'achat, et donc mm. pourquoi c'est pas possible de faire le lien et un somme silence, un truc comme ça, bête et méchant. Ouais, en Euh, fait, tu peux le faire que si tu as accès à des bases type Bloomberg, machin, etc., qui donneraient l'info. Mais en fait, c'est pas public, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas ce niveau de détail facilement pour savoir la décomposition. Je crois que ouais, j'avais essayé, par exemple, une fois dans le secteur des pesticides, en me disant, c'est qui, donc de prendre les plus grosses boîtes cotées qui font de pétrochimie et de voir quelles étaient les banques françaises qui étaient le plus actionnaires. Franchement, c'était hyper galère. Enfin, j'ai dû demander des infos un peu à gauche, à droite, mais t'as pas ce niveau-là de transparence. Et ça, c'est un vrai frein aujourd'hui. Parce que si on l'avait, honnêtement, ce serait trop cool. Parce que, on pourrait être beaucoup plus engageant quant à demander des comptes auprès de tel ou tel acteur. Et non pas pour le fait qu'ils se désinvestissent, mais qui prennent vraiment en compte son levier à lui, qui est quand j'ai des actions, je peux voter. Et en fait, c'est tout le sujet d'avoir une action aujourd'hui et des acteurs financiers, c'est comment,
en fait, ils utilisent leur droit de vote et d'influence auprès des entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques. Il y a tous les ans les assemblées générales. Par exemple, si j'illustre ça, il y a une bataille sur ce qu'on appelle le Say on Climate. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou pas. Non. En fait, lors des assemblées générales des entreprises listées comme ça, il y a des entreprises qui ont une démarche volontaire, qui vont dire, donc le Sound Climate, c'est je rends des comptes à mes actionnaires sur mes politiques climat. Mais c'est une démarche volontaire. Et donc, l'idée, à un moment, et il y a eu un regroupement de sociétés de gestion d'ailleurs, qui ont essayé de demander à ce que ce Sound Climate soit obligatoire pour toutes les entreprises lors des assemblées générales. Et ben, ça a été refusé par le régulateur lui-même. Ils n'ont pas voulu. Après, c'est toujours la même chose, c'est un peu des batailles de lobby entre les entreprises d'un côté, le secteur de la finance de l'autre, etc. Mais parce qu'en fait, il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'engagement actionnarial soit efficace sur ces sujets-là. Et il y a une vraie problématique. Il y a même des sociétés de gestion qui se sont regroupées en consortium parce que, pareil, le droit français, en fait, est assez complexe dans le sens où, quand vous faites de l'engagement, en fait, il y a différents types de leviers. On peut juste faire de l'engagement en envoyant des emails à son client. On peut avoir un dialogue. On peut voter. Ou on peut aussi déposer des résolutions. Déposer des résolutions, c'est un mécanisme beaucoup plus contraignant. Mais pour déposer des résolutions, par exemple pour une société de gestion, il faut qu'elle ait 0,5% du capital de l'entreprise pour le faire. Et donc, si on prend l'exemple de Total, ça fait 14 millions d'actions. Donc, c'est énorme en fait. Donc, c'est ça aussi, il y a eu notamment un groupe de lobby qui s'est mis en place pour essayer de faire baisser ce seuil de 0,5 à 0,25, ce qui aurait permis finalement à plus d'acteurs de déposer des résolutions, etc. Et pareil, ça a été refusé. Donc en fait, on est toujours un peu dans l'intersection entre du politique quand même et du lobby. Oui, Et quand Victor. Olivia, le Ouais. régulateur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je ne connais pas très bien le sujet, honnêtement, mais Ok. c'est un organisme national, international, européen? Tu as plusieurs types de régulateurs. C'est un organisme national. Tu en as deux en France, c'est l'AMF et la CPR. Et ensuite, tu as un organisme européen qui est l'ESMA. Euh, L'AMF et la CPR sont en charge d'appliquer les réglementations sur tout le dispositif de manière générale financière. Depuis quelques années, ils ont la durabilité qui sont intégrés dans leur feuille de route. Mais tout ça découle quand même de l'ESMA à un niveau européen, même s'il y a toujours une forme de latitude quant à D'accord. l'application, en fait, nationale. Tu peux être plus disant, tu peux pas être moins disant, mais tu peux être plus disant. Mais par exemple, sur l'histoire du charbon, pétrole, énergie fossile, l'AMF, c'est la CPR, tous les ans, publie un rapport dans lequel il demande à toutes les banques, les sociétés de gestion et les assureurs de reporter sur leur désengagement sur le financement du charbon, par exemple, ou des énergies fossiles, les taux d'exposition, etc. Donc, c'est quand même des sujets qui vont suivre. Mm. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, en fait, tout le vrai sujet, c'est que tu n'as pas vraiment de sanctions financières attachées à tout ça. Donc, ça reste Ouais. des dispositifs qui sont pas affluents. Moi, je prends toujours l'exemple, moi, ça fait 17 ans que je fais de la conformité, donc je suis dans les sujets réglementaires. Et je dis toujours, si on fait la même chose qu'on fait sur la lutte contre le blanchiment, ben, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Parce qu'on n'a toujours pas réussi à lutter contre le blanchiment, alors que pourtant, il y a des millions tous les ans qui sont dépensés par des organismes financiers pour lutter contre le blanchiment. Et il y a des sanctions énormes tous les ans des acteurs financiers, banques, sociétés de gestion, parce que leur dispositif est pas bien. Donc là, on se dit sur le climat, il y a zéro sanction. Donc du coup, comme il n'y a pas de sanction, bah, les investissements, ils sont moindres, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux, quoi.
Ok, merci. Petite question, du coup, que j'avais, on peut essayer de la faire. Ouais, Arthur. Ouais, tu disais zéro sanction, c'est zéro sanction sur le fait de pas dire ce qu'on fait ou sur le fait de ne pas faire? En Ou les fait, deux? jusqu'à présent, alors il y a eu deux petites sanctions qui ont eu quand même sur l'histoire du greenwashing, mais c'est pas beaucoup non plus. Mais en fait, si tu veux, t'avais pas de sanction, t'as pas de sanction parce que tu ne fais pas. Ou parce que tu communiques pas bien, ou que tu communiques de manière abusive. Il y a eu, ouais, je pense que c'était l'année dernière, c'était les premières sanctions, mais bon, c'est ridicule, quoi. C'est pas ça qui va changer le dispositif. Quand je vous donne une ordre de grandeur, à Mundi, il y a 3 ou 4 ans maintenant, ils ont été finés par le régulateur sur un dispositif d'abus de marché à 35 millions. C'est énorme. Donc, tu imagines enfin, imaginez pour des acteurs financiers, quand potentiellement ils peuvent avoir une amende de 35 millions, derrière, il y a des investissements qui vont être relatifs au risque potentiel de sanctions financières. Quand aujourd'hui, sur tout ce qui va être relatif à l'intégration de la durabilité, ta communication, etc., tu as, je sais pas, 100 000 balles d'amende et que tu as eu un acteur qui l'a eu depuis 15 ans, honnêtement, du coup, au niveau de tes ratios de risque et d'investissement sur ce sujet, bah, tu le fais pas, quoi. Donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui sur ces sujets-là. Il y a eu quand même, il n'y a pas longtemps, un petit espoir, là, c'est la BCE qui aurait, mais je n'ai pas plus eu d'infos que ça, spoté le Crédit Agricole parce que justement, il n'a pas tenu ses engagements. Il y a un sujet qui est en train de sortir un peu sur le devoir fiduciaire d'un financier, où c'est un peu l'angle aujourd'hui qui potentiellement va arriver, et si on repositionne toujours dans cette gestion de risque. En fait, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la notion de stranded assets, les actifs échoués? Ouais, ok. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a identifié des actifs échoués, notamment sur le système des énergies. Et de se dire que finalement, aujourd'hui, si dans le conseil que tu donnes à tes clients, tu n'intègres pas ce risque futur et qu'il se produit, ben en fait, tu seras mis en défaut de ton devoir fiduciaire. Et donc, c'est le seul truc aujourd'hui, un peu l'angle juridique qui commence à être entendu, quoi. Voilà. Si on reprend un peu le fil, quel pourcentage de vos clients, alors, puisque c'était à des banquiers, souhaitent être informés par leurs conseillers sur des investissements responsables? Selon vous, ça fait combien? Moins de 10 et 30, plus de 50% des clients? 10 et 30. Ok. 10. Moins de 10? Pas très Ah, optimiste. Ah, pardon. Du coup, bah si, moi je me dis, si on pose la question, est-ce que vous voulez être informé? Si on leur pose la question, ils vont dire oui parce qu'ils se voient, voilà. Mais, hmm, mais ils n'auraient pas eu l'idée de demander. ouais, Donc C'est voilà, 22. ouais, ouais, je me dis ça. Et ouais, après, est-ce que je mets mon argent et avec une perte de performance, ça, j'en sais rien. Ça. ouais, c'est ça. Les épargnants, 68% considèrent le conseiller bancaire ou financier comme le mieux placé pour les informer. En fait, là encore une fois, on est dans cette posture de qui a la responsabilité de. C'est aujourd'hui un peu un débat, encore une fois un peu une guerre de chapelle, j'aime ça appeler ça comme ça, où votre conseiller bancaire va dire non mais moi on ne me pose jamais la question en fait. Et moi mes clients ils s'en foutent. Oui, mais est-ce que c'est à ton client de venir te voir pour te poser la question ou est-ce que c'est à toi de prendre cette responsabilité d'informer ton client sur ses dispositifs et sur ses possibilités? Et c'est en ça qu'aujourd'hui, en fait, ce chiffre-là, il montre que effectivement, c'est au conseiller de prendre la responsabilité d'informer son client sur les placements responsables. Parce que aujourd'hui, oui, la plupart des épargnants n'ont même pas conscience que ça peut exister. Donc, c'est en ça où il y a de la sensibilisation à faire.
Et il y a notamment eu une enquête justement du régulateur sur le sujet il y a peut-être 1 an ou 2 qui a pondu un truc en disant mais c'est catastrophique en fait. Ils ont fait des enquêtes mystères où ils sont allés dans des agences et en fait, ils se sont rendus compte que personne ne leur parlait de finances responsables ou de produits responsables. Et ce qui est d'ailleurs un peu affligeant, parce que pour avoir discuté avec beaucoup de sociétés de gestion qui du coup développent tous ces produits quand même, ISR, article 8, article 9, durable, etc. Mais en fait, ils ont personne en bout de chaîne qui va mettre en avant ces produits-là. Et donc, du coup, il y a des produits qui existent. Il y a des épargnants qui, potentiellement, s'ils étaient au courant, bah, pourquoi pas. Et en fait, au milieu, il y a un peu un no man's land de personnes qui se disent bah non, mais c'est pas à moi, ou qui ne comprennent pas non plus eux-mêmes le sujet. Donc, il y a vraiment une problématique sur toute la chaîne de valeur entre la création d'un produit financier et finalement sur son atterrissage dans les mains d'un épargnant. Est-ce que ça vous dit d'avoir un peu un côté interactif sur les perceptions de l'ESG ou de l'ISR, les mots-clés? Comment c'est perçu aujourd'hui? Moi, j'ai un questionnement sur le truc précédent, Ouais, parce que ESG, ISR, on va dire ça de façon très basique, ça semble être des contraintes supplémentaires, donc des c'est coûts. ouais, ouais, Au sens, il faut remplir tout un tas de conditions pour pouvoir être éligible. ouais, Ça tout à fait. implique des Ouais, processus, ça implique des choses ouais, de complètement. réitération. Donc, Ouais, basiquement, ça finit par devenir des coûts. ouais, tout à fait. Euh, Si je la fais de façon très basique, ça ressemble à des entreprises moins efficaces, au sens pur de la performance. Ah oui, d'accord. Parce que du coup, il y a des coûts supplémentaires. Ok. Exactement. Ouais. Et donc, finalement, si je devrais mettre des fonds dans ces entreprises, Mhm. finalement, au lieu de trouver un intérêt à le faire, je vais mettre des fonds dans des entreprises moins efficaces. Donc, je vais leur demander finalement une performance compensatoire sur d'autres sujets. Il faut qu'elle soit hyper intéressante d'un point de Mhm. vue, on va dire, performance basique sur le métier. Mhm. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas comment dire, une incohérence ou Mhm. quelque chose d'un peu contradictoire entre Mhm. j'impose des choses et à la Mhm. fin, je ne sais pas euh, rémunérer finalement cet effort, Mhm. Ouais. soit par une minimisation du risque, soit par, je ne Mhm. sais pas. Ouais. Voilà. C'est un petit peu ça ce qui m'interpelle et Ouais. ça me rend perplexe parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on vous parlait d'ISR, Mhm. je me demandais si ça allait pouvoir permettre de, vu l'entreprise, vu l'entrepreneur, baisser le rendement attendu de mes actionnaires. Mhm. Si ça me le Alors, permet, moi, ça ouais. m'intéresse parce que mon financement est moins cher. Ouais, exactement. En fait, Et j'ai pas l'impression que c'est le cas. effectivement, aujourd'hui, c'est tout le sujet et c'est pour ça que c'est un peu, c'est toute la complexité. C'est qu'aujourd'hui, on a mis en place avec, depuis 2018, on va dire un peu avant, parce que l'ISR en France, ça date d'avant 2018, mais 2018, c'est parce qu'il y a le pacte vert européen et on va dire on est dans une démarche européenne avec toute cette notion aujourd'hui de la durabilité, taxonomie européenne, enfin voilà, tous ces trucs, tous ces sujets-là. Et en fait, c'est tout ce qu'on voit là actuellement, lors laquelle on se parle, que ça a été effectivement des contraintes, c'est des coûts, et que surtout c'est quelque part très fictif, tout ça. C'est pas rattaché à des choses tangibles. Et que finalement, ce que je disais tout à l'heure en début, c'est qu'il y a deux piliers qui sont importants aujourd'hui, c'est risque et performance du secteur financier. Et que la durabilité, ça a été mis un peu ce troisième pilier, mais c'est bancal et on voit bien qu'au moindre coup de vent, en fait, on a un peu genre, ouais, le SG, on supprime ce mot, enfin ce triptyque-là, on le supprime des sites internet parce que, attention, c'est pas très beau à voir. Mais aujourd'hui, et quand on revient sur la notion de performance, c'est que la performance financière telle qu'elle est calculée, elle est fausse.
C'est-à-dire qu'on va dire oui, effectivement, l'ESG, ça va être un coût, ça va réduire la performance de l'entreprise. Mais la performance actuelle d'une entreprise, elle est basée sur des indicateurs qui sont erronés. Tout à l'heure, en début je parlais de notamment la dépendance aux contributions des services écosystémiques. Aujourd'hui, quand on prend les chaînes de valeur des entreprises, productrices, industrielles, etc., il n'y a pas une de ces entreprises qui ne bénéficie pas gratuitement de services écosystémiques pour produire. Mais tout ça, c'est pas comptabilisé. Mais comme on est aujourd'hui dans de la dégradation de la qualité, parce qu'on est justement dans des processus on ne prend pas ça en considération, le l'ESG, c'est comment est-ce que je produis de manière durable. Donc oui, au début, ça demande des coûts, parce qu'on va devoir mettre à plat des process, on va devoir identifier certaines choses. Mais in fine, sur du long terme, les entreprises qui auront intégré cette démarche-là en amont seront beaucoup plus résilientes sur une performance future. En fait, on le voit aujourd'hui sous un prisme court terme. Là, effectivement, si on est en 2025, on continue la performance telle qu'elle est. Et c'est OK. Donc, si je suis un investisseur ou un épargnant et que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste là, sur les 5 prochaines années, avoir 10% de performance, effectivement, je ne change pas le modèle. Et en fait, c'est toute la complexité aujourd'hui d'osciller entre des modèles économiques court terme et finalement une performance et une résilience du système économique sur le long terme. Donc aujourd'hui, c'est peut-être perçu comme un coût, mais ceux qui ne mettent, mais ça devrait plutôt être vu comme l'investissement pour assurer une résilience dans la continuité de l'activité de l'entreprise sur du long terme. Donc c'est un peu toute la difficulté parce que ça revient ensuite à des valeurs individuelles, c'est des besoins individuels et ce rapport individuel à ce que est la performance et les besoins de performance. Mais il faut savoir que toute performance financière aujourd'hui, en fait, elle se fait au détriment de la dégradation des ressources naturelles et des écosystèmes. Et jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Le vrai sujet qui est montant aujourd'hui, c'est par exemple l'hydrique, les stress hydriques. Il y a bientôt une conférence sur une association qui s'appelle l'Association Actionnaire Climat, qui justement a pris toutes les entreprises du CAC 40 et a fait un stress hydrique pour comprendre le niveau de dépendance des entreprises du CAC 40 aujourd'hui par rapport à la ressource en eau. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une ressource qui se raréfie, etc. Et donc, ça va être quel est l'impact économique futur pour ces entreprises et donc, du coup, de la rentabilité. Parce qu'il va devoir y avoir des investissements en technologie, en infrastructure, etc., pour pallier justement à cette dépendance. Donc, je comprends aujourd'hui cette question, mais en fait, c'est, je pense, aujourd'hui la question la plus complexe qu'on peut avoir sur le système. Mais il faut prendre en considération différentes typologies de temporalité. Oui, mais c'est quand même le sujet, parce que si je fais le financier bas du front, si j'ai un investissement, je dois avoir une rentabilité. Là, je suis incapable de la calculer, donc il faut me trouver des moyens d'en calculer une pour pouvoir me permettre d'entrer dans le système et de pouvoir dire, bah, écoutez, je défends ça parce que là, ce projet-là, il va rapporter quelque chose. Et c'est pour ça que je posais la question, encore une fois, de la minimisation du risque et donc, quelque Ouais. part, de la baisse de l'attente de rendement qui me permet de bénéficier d'un argent un peu meilleur marché. Déjà, ça, c'est un premier point. Mm. Mais voilà, il faut trouver des choses qui me permettent de montrer que c'est un investissement et pas un coût. Ouais, complètement. Mais en fait, tout le vrai sujet, c'est pour ça que en parallèle de tout ça, il y a toutes les problématiques des comptabilités en triple capital. Et en fait, sur la manière dont on va pouvoir valoriser dans les bilans comptables, justement, tout ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui et qui sont considérés comme des coûts cachés. Et en fait, si les entreprises faisaient cet exercice-là, en fait, on n'aurait plus trop de sujets sur se comparer. En fait, on compare des choux et des carottes, quoi. Parce que une entreprise qui veut bien faire les choses, effectivement, elle ne peut pas rentrer en compétition maintenant sur une entreprise qui le fait mal. Parce que, en fait, il n'y a pas de sanction. En fait, on a vu effectivement le dispositif de manière inverse. C'est qu'on demande d'être plus blanc que blanc à ceux qui veulent bien faire, mais ceux qui font mal, en fait, on les laisse tranquilles.
Typiquement, si on prend par exemple les fonds d'investissement, il y a cette fameuse catégorisation article 6, 8 ou 9. Et les fonds qui sont article 6, donc qui disent moi je m'en fous de l'ESG, c'est pas ma stratégie, ils ont zéro reporting à faire ou alors c'est très très light. Alors que si vous dites bah moi je veux faire un fonds où je vais intégrer cette dimension ESG, vous avez un reporting de fou à mettre en place, des exigences réglementaires. Et en fait, on a pris vraiment le sujet à contre-pied. On aurait dû demander et être beaucoup plus exigeant pour ceux qui font pas bien et d'être plus light, on va dire, pour ceux qui essayent de bien faire. Mais bon, c'est pas, c'est pas la direction que ça a pris, quoi. Donc voilà. Mais ça changera un jour, je pense. Du coup, perception ESG, ISR. Bon, on en a parlé un peu là, du coup. Contraintes, coût. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On a parlé aussi de la performance, du coup. C'était Bah, bon. indicateur, suivi, évolution. Ouais. Euh, du coup, ouais, complexe, Bon. manque de normes claires, pas suffisamment d'opportunités, trop politisé, réservé aux grandes fortunes, ça c'est marrant. Pas de réel impact, argument marketing et moins de performance financière. Donc ça, c'est vraiment effectivement aujourd'hui les perceptions. Euh, Donc l'idée, en fait, quand même, aujourd'hui, c'est quand on remet un peu dans une perspective, c'est il y a quand même une volonté des épargnants. On l'a vu, 66% se diraient, OK, moi, je veux bien être informé. On voit bien que c'est un sujet qui commence à être un peu entendu. Mais en fait, les banquiers, ils peinent. Ça, j'aime bien votre phrase. Je prends toujours l'exemple de Gringotts, qui a plein de limites, hein. Enfin, clairement, moi, j'ai pas de compte Gringotts, donc je vais pas. Mais la seule chose que je trouve que ça a démontré aujourd'hui, c'est finalement cette fameuse appétence client d'aller vers une institution financière qui va afficher ces valeurs-là. Notamment, et en fait, ça, même s'il pèse encore très très peu dans la masse des mastodons bancarisés, c'est juste un indicateur, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, quand on fait de la prospective, un peu un signal faible, que, il y a des besoins existants et que surtout, il peut y avoir une envie aujourd'hui des clients à aller justement vers des institutions financières qui vont prôner ces valeurs-là. Donc voilà, après on peut critiquer. Euh, L'enjeu aujourd'hui, en fait, c'était de repositionner encore une fois le rôle des banques et finalement comment aujourd'hui une banque elle interagit avec ses clients sur le sujet. L'idée aujourd'hui, c'est que il y a effectivement la banque, elle a des clients particuliers et c'est comment elle prend conscience la manière dont elle peut accompagner ses clients à un titre individuel sur ces différents enjeux. Donc là, typiquement, c'était plus l'idée de se dire à un niveau individuel, on sait qu'on doit passer de 9,8 tonnes à 2 tonnes. Ça, c'est le truc classique. Et dans tout ce qu'on voit, poste de dépenses, transport, nanana, c'est aujourd'hui on va dire, comment l'acteur financier, le secteur bancaire peut accompagner finalement le citoyen dans son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, là, c'était une question que j'avais lors de l'atelier, mais voilà. Et donc là, typiquement, il y a un exemple sur le crédit agricole Géco-Rénov' Mon Logement, où en fait, ils ont développé des produits financiers, donc crédit, prêt, etc., qui vont permettre d'accompagner les personnes, donc les citoyens, à un niveau individuel et particulier, sur leur propre réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà, c'est de repositionner, en fait, il y a en tant que particulier, j'ai mon rôle à jouer, mes différents postes, c'est ça. Et ensuite, concrètement, avec mon argent, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est après. Donc, typiquement, on se rend compte que quand on a rénové son logement avec de la rénovation énergétique et quand il y a une meilleure performance, finalement, il y a une plus-value qui crée de la valeur.
Et eux, par exemple, Crédit Agricole, ils ont mis à disposition un site internet qui permet justement de calculer cette plus-value pour un particulier pour rendre en compte là-dessus. Il y a des prêts pour encourager la mobilité et un livret d'épargne engagé. Donc, on voit par exemple typiquement le crédit coopératif. Ils ont un livret, ce qu'on appelle livret Agir, dans lequel en fait c'est un livret d'épargne où vous avez des intérêts, mais 50% des intérêts, ils sont reversés à des associations. Et du coup, vous pouvez choisir quel type d'association vous voulez, etc. Donc, aujourd'hui, il y a pareil aussi le livret d'épargne. Ça, c'était quand même. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il n'y a pas longtemps, c'était la loi industrie climat. Ils ont créé un nouveau livret d'épargne qui est spécifique à la transition environnementale. Mais c'est un livret pour les jeunes. Et en fait, du coup, c'est que jusqu'à 18 ou 20 ans qu'on peut disposer de ce livret. Mais finalement, ça a affecté, une partie affectée là-dedans. Il y a le LDDS, livret développement durable et solidaire. Mais là, c'est assez critiqué parce qu'en fait, encore une fois, ça va pas être la totalité des encours. D'ailleurs, je crois que j'en parle après. Ouais. Je vais en reparler après, je détaille un peu plus le sujet. Donc, c'est un niveau individuel. Comment est-ce qu'on peut bénéficier des services financiers pour améliorer son propre bilan carbone? Ensuite, c'est comprendre qu'avec son compte courant, on peut avoir un impact ou pas. Et ça, typiquement, c'est pareil. Du coup, alors, ça, c'est assez intéressant parce que ça a été un peu tout le sujet de l'article de Bon Pote. C'est qu'en fait, sur ce site de Carbone 4, jusqu'à présent, on pouvait retrouver que l'empreinte carbone d'un particulier avait une émission de CO2. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus valable. Selon même Carbone 4 a supprimé du coup cette page-là. Mais nous, ça nous arrangeait bien dans le discours parce que ça permettait de faire prendre conscience potentiellement à un citoyen justement que le choix de sa banque était pas complètement anodin. Aujourd'hui, finalement, on n'a plus du tout cet argument, donc c'est un peu compliqué. Ouais, Arthur. Oui, et donc, oui, ça, et donc l'argument pour ne plus parler de ça, c'est qu'il n'y a pas Ouais, d'intentionnalité, de directionnalité, de fléchage entre je mets 1 euro sur ouais, voilà, ouais, je sais que ça va flécher telle ou telle chose, contrairement à, ouais. par exemple, une obligation. C'est Ouais, ça. ouais, en fait c'est plus. En gros, attends, mais moi je trouve que c'est vraiment des débats qui sont stériles, mais en gros, c'était comme je disais tout à l'heure au début, en fait, jusqu'à présent, on disait les dépôts font les crédits. Donc, on disait, par exemple, à partir du moment où tu as 1000 euros sur le compte de BNP, en fait, ces 1000 euros-là, ils servent à financer tous les projets d'investissement de BNP. Donc, typiquement, s'ils investissent dans le projet Total en Afrique, eh ben, toi, avec tes 1000 euros, parce que tu as 1000 euros chez eux, indirectement, mais en corrélation quand même, tu participes à ce financement-là. Et donc, c'était ensuite de calculer que quand tu as voilà, 14 000 euros sur un compte bancaire, c'était 7 tonnes de CO2 par an, parce qu'il y avait cette espèce de corrélation entre le montant dont tu disposes en épargne et finalement l'investissement qui est fait par la banque. Ce qui a été récemment démontré, c'est que tu n'avais pas vraiment cette corrélation directe. Voilà. Et ça veut dire que, enfin, si on regarde cette méthodologie, ça veut dire que moi, Ouais. si j'utilise ma voiture thermique, enfin, j'en ai pas, mais si j'utilise une voiture thermique, je n'émets pas de CO2. Puisqu'en fait, les émissions de CO2, en fait, elles sont affectées à Total, qui sont affectées à l'actionnaire, et pas à moi, l'utilisateur de la voiture. Et ça, Mm, c'est mm. Ouais. bah, c'est toujours, enfin, c'est Et, toujours les avantages et les inconvénients de ces Ouais. méthodos, quoi. et Ouais, il y a, c'est il y a ça. l'achat de la voiture quand même Pardon? il y a l'achat de la voiture qui va quand même. Ah bah non, parce que ça, c'est affecté à l'actionnaire de Renault. D'accord. Mm. Ouais. On prend le scope 3 de Total, ouais, voilà, qui est possédé par des banques, qui sont possédées par des épargnants, et on affecte tout au Ouais. possesseur, quoi. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on va faire une taxe sur les tonnes de CO2 en réalité, puis plutôt Ouais, qu'une taxe après, Gusman, on fait une taxe sur les tonnes de CO2, puis celui qui en dépense le plus, parce que là, manifestement, si c'est déposer de l'argent à la banque, ça équivaut à des tonnes de CO2 par an. Autant à ce moment-là, taxer cet argent-là par rapport au CO2 que ça génère. Les riches, en déposant beaucoup, ils risquent de payer beaucoup.
Ouais, mais en fait, c'est plutôt la banque qui ensuite décide d'investir ou de financer tel projet qui est émetteur de CO2 et qui indirectement utilise la capacité des dépôts pour justifier elle-même du montant de crédit qu'elle peut déployer ou créer. C'est tout le jeu des réserves, en fait, des Mais bilans justement, entre les dépôts et crédits, quoi. mais Mais justement, si on dit vous êtes dans telle banque, vous êtes taxé à temps, vous êtes dans telle banque, vous êtes taxé 2 fois moins parce qu'elle est beaucoup plus ouais, exactement. vertueuse, Oui, bah oui, ça c'est ça peut clair. aider. Ah bah oui, oui, je pense que ça pourrait aider, ouais. Euh, Je pense que ça pourrait aider, ouais. Ouais. Non, ça sera un bon mécanisme. Mais bon courage Mm. pour la faire passer. On en met bien les taxes en France. Mais bon, en gros, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un peu, on va dire, des... Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas hyper alignée avec cet article. Pas tant sur un point de vue de l'expertise, de vouloir démontrer, etc. Mais c'était plus dire, mais pourquoi, en fait, à quoi ça sert d'avoir déconstruit cet argumentaire qui, in fine, commençait à planter un peu des graines auprès des clients pour leur dire faites attention là où vous mettez votre argent et essayez de choisir des banques qui ont une dimension plus éthique. Parce que du coup, derrière, il y avait effectivement ce paysage d'intensité bancaire français et honnêtement, moi, je connais personne qui a fermé Société Générale parce qu'il est allé que chez Gringot, quoi. Enfin, et parce qu'il s'est dit, oh, Société Générale, c'est hyper émetteur de... et c'est des mauvais financeurs. Donc, on est quand même assez d'accord que l'impact psychologique, il n'est pas aussi simple, sachant qu'il y a des réalités. Si vous avez un prêt immobilier à la Société Générale, bah, en fait, vous pouvez pas faire grand-chose, quoi. Donc voilà. Donc, mais bon, ça a été un peu un gros débat sur le sujet, mais je trouve il y a d'autres choses à penser, à faire, pour se prendre la tête trop dessus, quoi. Faut juste savoir que la banque a une responsabilité effectivement dans le choix d'investissement, de financement des projets, et que on peut se dire qu'on veut soutenir tel ou tel acteur parce que la démarche, elle est plus éthique. Là, typiquement, ici, il n'y a pas le crédit coopératif, mais c'est une bonne banque, la banque postale. Voilà. Ensuite, du coup, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, l'épargne. Si on revient Les un gars, petit pardon, peu. ils y Ouais. sont pas parce qu'ils y sont pas ou Non, ils ne ils sont sont pas parce que tellement je pense bons qu'ils n'ont qu'ils pas font. été pris en compte Ça marche. là-dedans. Ouais, ouais, c'est juste ça. Ok. L'enjeu des particuliers, donc on en a parlé tout à l'heure. Le montant total de l'épargne en France, c'est 6 000 milliards. Et en fait, ça, j'aime bien dire, parce que, en fait, si demain, tous les épargnants, ils se disaient non, c'est fini, vous utilisez plus notre argent pour faire n'importe quoi, bah, en fait, on aurait un peu le pouvoir entre les mains. Mais parce qu'on n'a pas conscience à un niveau citoyen, justement, de cette capacité et de ce pouvoir, bah, c'est pour ça qu'on en est là, quoi. Mais c'est énorme, en fait. Finalement, on me dit que c'est l'économie, on dit que c'est la finance qui tient tout le système. Bah, en fait, c'est un peu nous, parce que avec le montant total de l'épargne, si on se mettait tous en cohésion, on se mettait tous d'accord, on pourrait vraiment disrupter le système, quoi. Mais c'est pas le cas. Euh, à votre avis, quelle part de votre portefeuille et de vos encours devriez-vous mobiliser pour contribuer réellement au financement de la transition écologique? Moins de 5%, entre 5 et 10, entre 10 et 20, plus de 20%. Une idée? Ou pas? euh, Bah, je suis étonné que tu pas un plus de 50% ou un plus de 70%. Mais à la fois, par exemple, si on parle de transition écologique égale, par exemple, secteur énergétique, bah, c'est une petite partie, je sais pas, c'est peut-être 10% de l'économie, enfin, un truc comme ça. Et donc, entre guillemets, il n'y a que ça à changer. Mais il n'y a pas que ça dans la transition écologique. Alors, ouais, donc, je sais pas. Ok, quelqu'un d'autre veut se prononcer? Elle a un peu la même réaction. Pourquoi pas 100%? Parce que finalement, toutes les entreprises doivent le faire. Donc, si je dois financer, autant qu'elles s'y mettent toutes, quoi. Mm. Et donc, c'est 5% à mobiliser selon le gouvernement français.
des 3 000 milliards d'euros disponibles qui sont investis dans des produits à long terme tels que l'assurance vie, les plans d'épargne et les comptes d'épargne pour le développement durable. En fait, ici, on est passé de 6 000 milliards à 3 000 milliards parce qu'en fait, sur les 6 000 milliards, seulement 3 000 milliards sont dans des produits d'épargne assez liquides. Et si on prenait seulement 5% de cette épargne disponible, on arriverait à remplir les besoins de financement liés à la transition. Il y a les sources, vous pourrez vérifier les chiffres. Donc, Mais ça, c'est pour l'objectif de 1,5 degré. Euh, sur l'objectif de 1,5 degré, c'est-à-dire. C'est pour Oui, limiter le réchauffement ouais. climatique. Et si on euh, voulait vraiment aller plus loin, c'est pas que 5%, on est bien d'accord. non, mais si on est effectivement sur les objectifs de feuille de route nationale de la transition, on est sur du 5%. euh, Il n'y a pas un truc entre stock et flux, parce que là, les 6 000 ou 3 000 c'est des stocks, mais quand tu fais 5% de 3 000 ça fait 150 milliards. Et moi, j'avais des trucs genre, en tout cas, d'un point de vue climat, alors j'avais plutôt 80 milliards par an, pas 150. Donc, il y a pas un truc comme ça, stock et flux? Non? Écoute, là, comme ça, j'ai pas tous les chiffres en tête. Tu pourrais reprendre les Ok, ouais, ouais, sources, ouais. ouais, Je pour regarde, ouais. revérifier, enfin, tu vois. Mais là, comme ça, j'ai plus la redécomposition Ok. exacte. Mais tu verras comment, enfin, tu as tous les chiffres qui sont sourcés. Et en fait, oui, ce qui est assez étonnant, c'est que justement, ça fait pas beaucoup. Et on se dit, c'est pas fait. Alors qu'en fait, ça paraît vraiment. Et ça, en fait, tu vois, ce discours, par exemple, je l'ai auprès de distributeurs, auprès de conseillers, où en fait aujourd'hui on a l'impression que il faudrait rediriger l'intégralité des flux vers des produits SG, ISR, etc. Et en fait, non. Si déjà, en termes d'allocation, si tu prends tout l'épargne d'un Français et que tu lui dis, mais tu mets juste 5%, mais que ça soit 5% systématique sur chaque individu dans de la transition, en fait, on aurait la capacité de financement via cette épargne-là. Ce qui est d'ailleurs hyper intéressant, c'est quand on voit à quel point on a été super efficace pour créer un fonds et un livret d'épargne sur l'armement. En fait, moi, je trouve ça génial parce que je me dis, mais en fait, quand on veut, on peut, quoi. Donc, ça serait quand même hyper cool si on avait la même motivation sur le financement de la transition, en fait. Donc voilà, donc c'est pas, parce que ces montants sont pas astronomiques, quoi. Et en tout cas, on a cette capacité. Là, il y a un peu la décomposition de la place pour continuer à rediriger les flux financiers vers la transition. Donc là, il y a une décomposition en fait par typologie d'instruments qui sont mis à disposition. Voilà, on voit un peu l'épargne réglementée, ça correspond à 14%, l'assurance vie, c'est 31%. Et donc finalement, les produits d'assurance vie aujourd'hui seraient les produits financiers les plus propices à financer la transition. Donc voilà. Compte de dépôt, compte à terme, action cotée, etc. Et finalement, les actions cotées, c'est que 4,2%, quoi. Il y a des initiatives quand même innovantes sur le sujet. Il y a la Banque de la transition énergétique par le groupe BPCE. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Mais voilà, il y a quand même des acteurs qui essayent de faire quelques trucs assez cool, assez intéressants. Il y a des outils externes. Alors, RIF, il faut que je fasse une croix dessus. Ça n'existe plus. Mais il y a MyFairMoney qui permet justement en tant qu'épargnant, d'accéder à des informations sur ses produits d'épargne et comprendre justement les différents produits et leur degré de durabilité. Il y a des initiatives privées qui vont être liées au financement participatif, agriculture, nature, sur les énergies, sur le social, en fonction des thématiques de chacun, des envies de chacun. Euh, Et à votre avis, quel est le prochain grand sujet qui va structurer les politiques publiques, les stratégies financières et les décisions des entreprises? La décarbo, la sobriété énergétique, la biodive, l'IA et la tech ou la gestion de l'eau?
Tout sauf la 2. Moi, je dirais malheureusement la 1 et la 4. Enfin, non, la 1, c'est très bien, hein, mais Oui, on parle un peu beaucoup d'IA et de tech. ouais. Bah, c'est là où il y a aujourd'hui énormément de flux d'investissement, ça c'est clair. Oui, oui, forcément, mais Ouais. En fait, la Mais est-ce que sobriété, c'est c'est ça bien, qui hein. va vraiment structurer sur le long voilà, est-ce terme? que c'est ça qui nous permettra de garder des papillons? Je sais pas. En fait, Oui, la sobriété, c'est bien, dans le sens où plus on est sobre, moins on dépense. Donc, mm, c'est on a clair. un peu de tendance, quand on fait les finances d'une petite boîte, Ouais, d'aller vers la ouais, sobriété un peu à marche forcée pour moins ouais, dépenser, tout simplement. ouais. Mais l'espoir est quand même que la biodiversité, ça sera un peu le sujet qui sera structurant, un peu pour tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure, notamment sur l'intégration des risques naturels, les risques systémiques, et sur le fait aujourd'hui que ça commence de plus en plus à être vu comme des sujets d'opportunité auprès des banques. Moi, j'ai interrogé par exemple le groupe BPCE il y a 3 semaines, un mois, sur l'intégration de la biodiversité et les actions qu'ils menaient sur le sujet. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a quand même un boulevard aujourd'hui parce que seulement 17% des Français pensent à la finance pour agir sur la biodiversité. C'est pas hyper antinomique. Mais du coup, quand il y a quelque chose comme ça qui parle pas, ça leur permet de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de créer aujourd'hui sur le sujet? Et donc, c'est une thématique qui est de plus en plus ancrée stratégiquement aujourd'hui dans les décisions, dans les feuilles de route. Je parlais avec une société de gestion qui est filiale d'un grand groupe d'assureurs. Et en fait, il disait, bah voilà, moi, mon assureur aujourd'hui, typiquement, qui est donc un de ses actionnaires principaux, sa préoccupation, c'est la biodiversité, parce que en fait, le monde de l'assurantiel aujourd'hui se rend compte que faire de la prévention sur ces sujets-là, bah, finalement, ça coûte moins cher que de dédommager les risques qui sont survenus après. Il y a notamment, par exemple, en Angleterre, il y a un consortium d'assureurs qui ont mutualisé des investissements pour recréer des mares dans certains espaces, dans certains territoires, terrains, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en créant ces mares, ça faisait baisser le risque d'inondation. Et donc, du coup, ça leur coûtait moins cher, parce que quand il y a eu des inondations, enfin, de réparer les dommages liés aux inondations, bah, ça coûtait plus cher que là de se mettre à faire des mares pour réduire ce risque-là. Donc, il y a de plus en plus cette prise de conscience aujourd'hui que investir dans de la restauration, préservation des écosystèmes, biodiversité, finalement, ça va avoir un impact économique positif pour plus tard. Juste, Euh, Lydia, ouais, par rapport à ce que fait la la Caisse des dépôts biodiversité, est-ce que c'est ouais, pas quelque chose qu'ils font un petit peu déjà quand même? c'est DC Enfin, c'est pas Biodiv. exactement pareil. Eux, ils vendent des produits justement Ouais, pour de permettre de la compensation. Donc, c'est pas, je sais pas si c'est ouais. exactement En pareil fait, que ce que tu ouais, fais. c'est DC Biodiversité. C'est un peu un ovni, quoi. Enfin, tu vois, c'est la bonne conscience de la Caisse des dépôts sur ces sujets-là. Après, ils sont très bons, etc. Euh, mais, je sais pas comment dire. En fait, c'est pas intégré encore au niveau de toute la politique de gestion de la caisse. Encore une fois, tu vois, c'est le jour où CDC Biodiversité n'existe plus, parce que finalement, c'est intégré stratégiquement au cœur de la caisse, ça sera plutôt bon signe. C'est un peu comme tout, c'est comme j'ai un responsable RSE, bah, en fait, ça veut dire que tu as deux personnes dans une boîte, dans des boîtes de 3000 personnes qui sont en charge de la RSE. Finalement, ça doit être chaque collaborateur qui est en charge de ce sujet. Donc voilà, en fait, c'est comme à l'époque, quand il y a eu le numérique.
Et avant, il y avait des responsables numériques. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est responsable numérique, quoi. Enfin, tout le monde utilise le numérique. Donc voilà. Donc c'est un peu la même chose. Mais après, CDC Biodiv, ils sont ils font plein de trucs, ils font des vrais accompagnements sur la transformation sur les territoires, l'acquisition de terrain, du réensauvagement. Enfin, ils ont vraiment des actions Ouais, très positives sur le sujet. concrète. Ouais, ouais, concrètes, etc. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est quand même des purs players sur le domaine, quoi. Et il n'y a pas que le sujet ensuite de compensation ou de crédit et tout ça. Il y a vraiment ensuite des vraies opérations de terrain, quoi, avec de la recherche, des économistes sur les différents sujets. Enfin, vraiment, ils produisent énormément de contenu, de littérature dessus. C'est impressionnant, quoi. Donc, très, très bel acteur, on va dire. Mais bon, on n'a pas des comptes à la Caisse des dépôts à CDC Biodiversité, quoi. C'est pas une banque traditionnelle en soi où Oui, tu peux non, mais avoir ouais, ton compte, quoi. non, c'est clair. Voilà, Merci. après, ouais, après ça, c'était cette partie-là, je pense qu'on peut s'arrêter parce qu'en fait, c'était plus lié à des spécificités sur l'agriculture et, euh, et plus de l'accompagnement du secteur et notamment du financier sur le financement de la transition agricole, etc. Mais je pense que c'est un peu en dehors du cadre de ce qu'on doit discuter ce soir. Donc voilà. Est-ce que du coup, vous avez des questions, des interactions, enfin voilà, je sais pas sur ces sujets-là. Sur la partie assurance, moi je reste sur ma fin aussi, sur un élément, Hmm. qui est que en France, en tout cas, on a un système qui bonifie les bons comportements au volant d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir la même chose sur la partie environnement, puisque les assureurs sont intéressés au sujet? Hmm. Ils n'auraient pas intérêt à un moment donné à s'intéresser finalement à ce que leurs clients font, en leur disant, bah, si vous faites plutôt ça, votre prime d'assurance va baisser, et par contre, ceux qui ne le font pas, elle va Hmm. monter. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, par exemple, pourrait être incité par une ISR, une branche de l'ISR ou une branche de l'ESG, En d'une manière ou fait, d'une autre? ouais, d'une manière ou d'une autre. euh, En gros, en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est que quand tu parles de l'ISR ou de l'ESG, on est vraiment sur une typologie d'actifs cotés. En Mm. fait, c'est comment, quand je suis un investisseur, je vais prendre en considération une analyse extra-financière de l'entreprise dans laquelle je vais investir. Et là, on parle d'ISR à ce moment-là. Donc, tu vois, actif coté. Après, tu as le private equity. Donc, quand tu es sur des actifs non cotés, tu vas parler de l'impact plutôt. Mm. D'ailleurs, parce que sur le côté, sur les actifs cotés, parler d'impact, c'est pas hyper correct. C'est pas juste trop. Par contre, tu peux avoir plus d'impact sur le non coté. Et après, sur le secteur de l'assurance, effectivement, c'est des mécanismes ensuite qui sont encore différents, où là, c'est plus l'intégration, la gestion et la prévention des risques et comment tu prends en considération ces risques de durabilité et la matérialité des risques. Mais je dirais que le secteur de l'assurance, il est hyper en retard par rapport aux actifs de gestion, par rapport même au secteur financier, bancaire, etc. Il y a très peu de choses aujourd'hui qui sont pensées comme ça. Tu as quelques assureurs, tu vois, Generali et tout, mais c'est pas trop dans la culture en fait. Et je donne juste un exemple assez représentatif. Nous, dans l'asso, on a 350 membres à peu près et on a personne du secteur de l'assurance. C'est pas, il n'y a pas une culture vraiment aujourd'hui sur ces sujets-là. C'est un peu un monde à part. Et souvent, effectivement, quand on parle de finance, il y a le secteur de l'assurance parce qu'en plus, ils sont souvent actionnaires des fonds d'investissement, des trucs comme ça. Mais ça reste un milieu assez fermé et assez à part. D'autres. J'en profite. Ouais. J'ai deux questions. Alors, enfin, pourquoi tu disais là que c'est pas correct de parler d'impact dans le côté et Ouais. pourquoi? Et la deuxième question, c'est pourquoi l'assurance
Tu dis c'est habituel qu'ils soient actionnaires des sociétés de gestion ou des fonds, je sais plus. Ouais. Pourquoi particulièrement? C'est quoi leur intérêt stratégique là-dedans? Ouais, ok. Donc, première question sur l'impact. En fait, l'impact, pour déterminer l'impact et pour dire que ça a de l'impact, il faut 3 critères. Mesurabilité, additionnalité et intentionnalité. Et en fait, sur des actifs cotés, j'avais fait un podcast avec Martine de chez Ecofi, Maury, je sais plus son nom de famille, je suis très mauvaise pour me souvenir des gens, de leur nom de tout, parfois de leur nom de famille, etc. Mais qui est la directrice générale de Ecofi. Ecofi, c'est la société de gestion du crédit coopératif. Et typiquement, la question c'était de dire, est-ce que quand on a un fonds sur des actifs cotés, on peut parler d'impact? En fait, c'est très compliqué de pouvoir justifier que les 3 critères de l'impact sur du côté soient remplis. Ce qui est beaucoup plus facile, en fait, de le faire sur du non-coté. Donc, Pourquoi? alors, Ouais. ouais, tu as le Si. sujet, en fait, de l'intentionnalité, l'additionnalité. En fait, c'est celui de l'additionnalité. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas prouver que d'avoir une action Sodexo, Carrefour, eh ben, c'est additionnel dans l'impact, dans le choix, décision d'investissement. Ça le serait si, par exemple, derrière, tu peux te démontrer que tu as un engagement significatif ou un vrai pouvoir d'influence sur la stratégie de l'entreprise à améliorer sa trajectoire. Mais là, c'est impossible sur l'univers coté, en fait. Surtout quand tu es une petite société de gestion. Donc, de dire que tu as un fonds coté à impact, en fait, c'est pas correct parce que tu ne peux pas répondre aux 3 critères de l'impact. Par contre, tu peux plus le faire quand tu es sur du non-coté. Et ben, pourquoi? Parce que je vois le même problème de dilution, ou c'est parce que il y a des émissions d'actions nouvelles, et donc dans ce cas-là, on a de l'additionnalité? Sur le non-coté, Oui, c'est ça, ouais, dans nos côtés, qu'est-ce qu'il y a de si bah, différent? Parce dans que le non-coté, en fait, ça va dépendre de ta prise de participation, mais généralement, tu es en capital direct Mhm. et tu es En fait, quand tu vas rentrer en tant qu'investisseur, tu mets en place des indicateurs de performance qui vont être liés à des KPI que tu détermines. Et donc, si tu as déterminé des KPI ou des mesures, et en fait, tu vas plus pouvoir prouver que du coup, il y a eu une intentionnalité dans la trajectoire et d'influence par rapport à l'entreprise dans laquelle tu as investi dans le non-coté. Ce que tu peux pas faire en fait sur le côté. Ouais, ce qui est sous-entendu, c'est que quand on est dans le non-côté avec un, je sais pas quoi, un LBO, etc., on prend une part vraiment significative de la boîte, et donc on a un impact vraiment important. Enfin, Ouais, c'est ça qui exactement. est. Ouais. Ok. T'as Ok. pas, enfin, tu vois, ce qu'on disait sur le côté, tu as une action, tu vois, une totale pour avoir enfin, 14 millions d'actions. T'as pas la même chose, en fait, quand tu es sur du Ok. private equity. Sur notre côté, tu as accès directement au capital de l'entreprise avec une part significative. euh, et peut-être même, il y a des fonds d'investissement quand tu es en private equity en impact, ils vont avoir les représentants dans même la gouvernance des entreprises dans lesquelles ils investissent, en fait. Le troisième critère de l'impact, c'est quoi? J'ai pas bien. Intentionnalité. C'est ça? Intentionnalité, additionnalité et mesure. Ah. Ouais. Donc, du coup, c'est plus compréhensible pour le mon côté, effectivement. Ouais. Et attends, ta deuxième question, C'était c'était sur les assureurs. l'assurance. Ouais. Ouais, ouais, En fait, l'assurance, bah, ils ont beaucoup de cash en fait à placer. Et donc, du coup, ils ont leur propre société de gestion qui va gérer ce cash en le plaçant, en créant des produits financiers. Et en fait, c'est là où il y a toute une boucle perverse parfois. C'est que l'assureur a des contrats d'assurance. Si on prend par exemple les retraites, des plans d'épargne retraite, ok, qui ont déjà loqué pour dans 30 ans un certain montant qu'ils vont reverser aux souscripteurs. Ils ont calculé ce montant sur la base de rendements annuels qu'ils vont percevoir sur le placement du cash. Ce qui du coup loque et met la pression sur les sociétés de gestion qui aujourd'hui en fait, elles doivent répondre à leurs actionnaires qui sont des assureurs à un certain niveau de rentabilité et de performance
parce qu'en fait, tout en haut, in fine, ce qui se joue, c'est le paiement des retraites des souscripteurs. Donc, ce qui est compliqué, c'est que quand on pointe du doigt des sociétés de gestion sur, oui, il faut que vous revoyiez vos performances financières, c'est pas normal d'exiger des 15 points enfin 15% de perf, etc. Effectivement, il faut aller sur des... En fait, eux, ils ont des mandats de leurs assureurs. Ils ne sont pas libres, en fait, de pouvoir se dire, moi, aujourd'hui, je suis une société de gestion, et en fait, je ne fais que de la perf à 3%, parce qu'en fait, sinon, ils sont en défaut de mandat par rapport à leurs prescripteurs qui sont des assureurs. Donc, c'est ça, j'ai pas encore la réponse pour savoir comment débloquer ce nœud, mais qui est vraiment structurel et bloquant dans toute la modification du système, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Merci. D'autres questions? Ouais, moi j'en ai, ouais. Ouais, mais si, je sais pas, Nicolas ou Victor. Bah, j'en pose juste une toute simple par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'intérêt voilà, des épargnants à pouvoir placer leur argent voilà, de manière un peu plus durable. Comment on pourrait faire ruisseler jusqu'au conseiller le fait que ces produits existent? Parce que, en fait, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que les produits existent, mais c'est juste qu'ils ne sont pas proposés, quoi. Et Ouais. que l'épargnant, il va pas spontanément se dire je veux absolument passer quelque chose. Ouais, bah, il y a un vrai sujet de formation, Ouais, sensibilisation, mais le vrai situation. sujet, ce serait la rémunération. Encore une Ouais. fois, mais en fait, en fait, c'est encore plein de choses. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, si on abordait, par exemple, un quotient en disant, dans ton allocation d'épargne, tu dois mettre 5% dans le BSR. Du coup, il le ferait, enfin, voilà. Là, aujourd'hui, encore une fois, c'est volontaire, il n'y a pas d'incitation. Il y a vraiment juste des biais psychologiques qui sont, il a l'habitude, il a 5 produits qu'il connaît, qu'il distribue. Et en fait, il n'a pas la bande Oui. passante d'aller chercher 10 produits qu'il ne connaît pas, qu'il ne Mhm. comprend pas, parce qu'il y a toute une histoire à raconter autour de ça. Et donc, voilà. Et du coup, il ne voit pas son intérêt, parce que de toute façon, il ne va pas gagner plus. Donc, s'il n'est pas passionné par le sujet, bah voilà pourquoi il ferait ça. En fait, c'est vraiment très simple. C'est pas des trucs méga compliqués, hein. Souvent, ceux qui sont en agence, etc., enfin, voilà, ils sont pas forcément eux-mêmes hyper passionnés du truc et ils ont des contraintes commerciales basiques Mhm. euh, qui ne prennent pas en considération ça. Moi-même, j'ai exercé le métier quand j'avais 20 ans, j'étais au Crédit Lyonnais. Et en fait, les chiffres, c'est tu as vendu combien de cartes bleues et tu as vendu combien de polices d'assurance et tu es incentivé sur le fait que tu es vendu. Et encore, t'es même pas forcément incentivé, c'est juste qu'on te laissera tranquille par rapport à tes objectifs qu'on t'a filés. Mais c'est vraiment du commercial pur, en fait, qu'il leur est demandé, quoi. Donc voilà, si tout ça, c'est pas revu profondément par les RH, par les Mhm. politiques de rémunération, etc., bah finalement, ça changera pas des masses, quoi. Et les premières sources de financement restent quand même les sociétés financières. Peut-être que là, pour le coup, le mécanisme, moi, finalement, je suis toujours assez persuadé que ce qui, il faut demander, entre guillemets, c'est aussi le principe du payeur-payeur, du payeur-pollueur ou du pollueur-payeur. Celui qui finance quelque chose qui va polluer, ça doit lui coûter plus cher que s'il finance autre chose. Et il doit Ouais, y avoir un mécanisme qui ouais, redistribue de l'un à l'autre. Enfin, ouais, il y a peut-être un petit côté Robin des Bois au truc, mais ouais. bon. Ouais, ça, j'aime bien aussi. Ouais, ça, je pense que, en fait, c'est vraiment le truc aujourd'hui qui serait pour moi, je pense, le plus intelligent. Ça serait avoir effectivement ces taxes sur le fait que quand tu fais quelque chose de pas bien, tu payes, en fait. Et pas, comme on disait tout à l'heure, où on est dans un système inversé aujourd'hui. C'est quand tu veux bien faire que tu payes plus Bah, que quand tu veux mal faire. Mais, c'est bien ce que je vois au quotidien, donc, pour être très clair. mhm. Ouais, je suis entièrement ouais, d'accord. Vas-y, Arthur.
Là, justement, on parlait de l'épargne. Là, tu parlais des 6 000 ou les 3 000 milliards d'épargne. Euh, Là, c'est l'épargne. J'ai l'impression que tu parlais de l'épargne des particuliers, mais Ouais, j'ai aussi l'impression que les entreprises, elles ont de l'épargne. ouais. Qui a le plus d'épargne Ça, je sais pas. Alors, j'ai pas cette distinction entre épargne d'entreprise ou épargne des Français. C'est vrai que je me suis pas posé la question sur les 6 000 milliards, si c'est que l'épargne individuelle ou si c'est l'épargne de manière générale qui comprend aussi la trésorerie des entreprises. C'est un bon point. Je sais pas. Ok. Et alors, et l'autre question que j'avais, c'est est-ce que, alors d'un côté, on va dire, est-ce que les performances ISR sont meilleures? Parce que moi, j'entends toutes les sons de cloche et en fonction de ce que je lis, des indicateurs que je prends, parfois la perf est supérieure, parfois elle est inférieure. Bah, il y a encore une étude qui est sortie là par c'est The Good qui vient de faire un post dessus, Émilie Kovac. Et c'est le MIF, Mouvement Impact France, qui s'est mis en partenariat avec des enjeux et des hommes qui ont analysé les performances des entreprises par rapport à l'ESG. Et donc, les stats montrent que, effectivement, les entreprises sont plus performantes. Ensuite, sur les fonds, effectivement, tu entends tout et ce contraire. Tu peux trouver des rapports MSCI qui vont dire qu'il y a une meilleure perf. Mais encore une fois, c'est en fait tout ça, c'est qu'est-ce que tu veux leur dire? Ça veut rien dire en fait, encore une fois. Est-ce que ton étude, elle se base sur du court terme, du moyen terme, sur du long terme? Est-ce qu'elle se base en 2022 quand il y a eu la guerre en Ukraine où du coup, en fait, tous les fonds, il y avait du pétrole, ont surperformé comparé au fonds où il n'y en avait pas. En fait, tu vois, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir, en fait, sur ces sujets-là. Et encore une fois, du coup, pour moi, cette question, elle revient plus de qu'est-ce qu'on considère être de la performance, en fait. Si c'est que de la performance financière, bah voilà. Mais savoir que, effectivement, c'est pas une performance qui est réelle et qui est plutôt fausse et surévaluée. Donc, donc je comprends la question, mais en fait, si tu veux, les réponses, bah, ça peut pas être tout blanc ou tout noir par rapport à ça. Et tu peux leur faire dire ce que tu as envie, en fait, aux chiffres, quoi. Donc, toute la manière dont tu te poses les questions. Donc, moi, je me suis posé plein de fois la question, j'ai beaucoup regardé ces sujets-là, et en fait, je me suis dit que j'en avais un peu marre de me prendre la tête par rapport à ça, parce que finalement, tu peux effectivement lire tout et son contraire et que je préférais regarder finalement le cœur du système, son fonctionnement, et plutôt d'aller voir qu'est-ce qui manquait dans nos indicateurs aujourd'hui qui font que on parle de ces sujets. Et pour moi, la performance, elle est fausse, le risque, il n'est pas bien maîtrisé et bien calculé aujourd'hui. Et en fait, c'est tout ça qui, je trouve, a plus d'importance que d'aller chercher une perf ESG qui finalement aussi ne veut pas dire grand-chose, quoi. Voilà. Et ben ça va faire une super transition vers ma question d'après, parce que, et qui était en gros, combien ça vaut la nature? Parce que, tu vois, pour le carbone, en fait, je me dis, bon, on a des estimations, enfin, moi j'ai en tout cas en tête, moi, parce que je connais plutôt les questions énergie-climat, de coût social du carbone, il y a c'est une méthodologie infâme pour savoir combien ça vaut. Mais disons, allez, en gros, 200 euros la tonne, donc hop, c'est pas très compliqué de prendre un compte de résultat d'une entreprise, lui appliquer ça, et hop, de savoir si elle est dans le vert ou dans le rouge en fonction de, voilà. Ouais, Mais ça serait bien de le faire pour d'autres choses que pour le carbone, et par exemple sur la ouais. biodiversité. Mm. Et là, c'est moins mon domaine. Et il y a des trucs qui permettent, Mm. et qui ont au niveau mondial, qui permettent de savoir un peu, ou voir ou à l'échelle d'une entreprise, savoir un peu qu'est-ce qui se passerait si. Et après, c'est en plus le si, ce qu'il y a après le si, s'il fallait payer pour restaurer, s'il fallait payer pour, enfin, pour éviter les dégâts. Enfin, il y a plein de méthodes, mais moi, j'y connais pas grand-chose. Qu'est-ce que ça pourrait donner là-dessus? Ouais, en fait, c'est un peu tout le sujet aujourd'hui. Ouais, tu as beaucoup de choses qui existent sur des modèles de valorisation des services rendus par la nature. Tu as plein de choses qui peuvent être mises en place. Tu vois, typiquement, tu peux très bien savoir qu'une forêt, elle va contribuer, par exemple, à la purification de l'eau. Et que toi, quand tu veux purifier ton eau, que tu t'appelles Veolia et que tu as une filiale qui s'appelle Épure, qui est là pour purifier l'eau, bah, ça coûte tant.
Donc, tu pourrais déjà, juste en faisant un calcul très simple de combien ça me coûte en termes de technologie pour le développer versus que la forêt, elle fait gratos pour moi. Donc, il y a plein de trucs qui existent là-dessus. Il n'y a pas de modèle international. Déjà, il n'y a même pas de modèle comptable international. On a déjà des modèles comptables différents en fonction de là où tu te trouves. Donc, imagine sur ce sujet, le jour où on sera international, ok. Et dans les méthodes comptables, il y a aussi des guerres de chapelle entre est-ce que c'est un actif, est-ce que c'est un passif, est-ce que c'est une dette ou est-ce que c'est une valorisation, etc. Il y a plein de choses de littérature sur le sujet. Et aujourd'hui, concrètement, on va plus le modèle qui prédomine, c'est celui de l'association CERCES de Alexandre Rambaud, qui va considérer du coup que c'est une dette. Mais il y a peu de dirigeants d'entreprise qui ont envie de rajouter de la dette à leur bilan. Donc, c'est des modèles qui peinent quand même à être adoptés. Il n'y a pas encore énormément de recherches, par exemple, sur les bénéfices socio-économiques des écosystèmes, mais ça commence. J'ai échangé pas plus tard que la semaine dernière. Il y a Pernod Ricard, par exemple, qui ont compris que d'investir dans les zones humides aux alentours de leurs usines, ça peut avoir un bénéfice économique par rapport à la capacité en eau et la disponibilité de l'eau. Il y a, comment il s'appelle il y a Dior Parfum aussi, qui ont mis en place des choses sur le sujet. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur tout ça, on est au même stade que le climat il y a 15 ans, quoi. Donc, on n'a pas encore du tout créé nos usines à gaz. On n'est pas capable de sortir un prix comme, que tu disais, le carbone. Et sachant qu'en plus, c'est un peu plus complexe parce que tu as plein de paramètres différents et qu'il y a des projets de recherche qui se montent là-dessus, mais on est encore vraiment à un stade exploratoire. Je disais, tu vois, Banque de France, ils ont commencé en mai. Au UK, ils sont peut-être un chouïa plus avancés, mais c'est pas non plus foufou. Donc, il y a vraiment tout à faire, en fait, là-dessus. Mais il y a quand même énormément de littérature. C'est juste qu'elle n'est pas vraiment intégrée et pas vraiment opérationnalisée dans le monde économique et financier aujourd'hui, quoi. Ok, donc je vais dire ça, ouais. Le truc, c'est que comme il y a 15 ans, à mon avis, on avait quand même des estimations du prix de la tonne CO2. Et par exemple, Nordas, avec son DICE modèle, là, c'était Ah, bien peut-être, antérieur, ça, même moi s'il là racontait je sais pas après, hein. Je dis toujours n'importe il y a quoi 15 ans, mais avec. peut-être c'était C'est ça, avant. mais en fait, c'est ça que Attends. enfin, je me dis, Nardas, ça fait quand même quelques années. Évidemment, son modèle est hyper critiquable, mais entre guillemets, il suffit de changer des modèles pour arriver à la conclusion qu'il faudrait faire du 1,5 ou 2 degrés. Ouais. Euh, et, et donc, je me dis, mais oulala, enfin, si on veut être un peu sérieux sur la partie biodive, mais en fait, enfin, et qu'on en est à là maintenant, et en fait, enfin, quand est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose d'un peu concret et Mm. utilisable? Ouais. Bah ouais, c'est un peu tout le sujet. Je suis d'accord avec toi. Moi, je crois, et là, je pense que je vais pas me faire des potes, mais je crois beaucoup à l'IA là-dessus, qui peut aider à accélérer sur cette complexité et notamment pouvoir peut-être potentiellement créer des modèles. Et parce qu'en fait, l'humain, on a tendance à, je pense, pas voir, surtout qu'il y a en fait une vraie dimension systémique là-dessus et qui a du mal à être intégrée juste manuellement. Et donc, je crois beaucoup au fait qu'on va pouvoir développer, tu vois, autant l'IA aujourd'hui, ça sert à de la merde comme faire des super images de je sais pas quoi et qui dépensent un truc de fou, autant c'est un outil qui peut être super puissant pour accélérer sur ces sujets d'une complexité énorme et sur lesquels on n'a pas effectivement 20 ans devant nous. Donc voilà. Mais je sais qu'aussi il y a des projets là-dessus, mais après. C'est comment déjà, en fait, c'est des projets qui aujourd'hui commencent à poindre le bout de leur nez, qui vont chercher des financements, etc. Mais du coup, pour ça, il faut déjà démontrer que c'est important de prendre en considération ces sujets. Il y a vraiment tout un écosystème, tout un narratif à construire avant que ça prenne de l'ampleur. Et donc, nouvelle question alors. Euh, Autant parce que pour le climat, des trucs qui font peur, enfin les impacts qui font peur du changement climatique, c'est pas très compliqué à trouver. Toi, c'est quoi les exemples que tu utiliserais pour la biodiversité? À
court, moyen terme, toi, dans les 10, 15, 30 ans, que tu utilises, toi, qui nous, ça va vraiment, les amis, si on s'en occupe pas, ça va vraiment faire mal sur l'humanité. Alors, ouais, en fait, si tu veux, sur la biodiv, alors déjà, moi, je parle plus de nature quand même que de biodiversité, parce que dedans, dans la nature, tu vas avoir la biodiversité, mais tu as aussi les ressources. Et en fait, si tu veux, c'est juste l'alimentation, tout simplement. En fait, là, j'ai organisé le 21 octobre dernier une journée autour de la régénération des sols et la dégradation de la qualité des sols, qui aujourd'hui, si on ne régénère pas nos sols, on pourra tout simplement plus se nourrir, parce que nos sols sont tellement épuisés qu'on ne sera plus en capacité de produire de l'alimentation pour nourrir les gens. Donc, il y a tous nos produits de santé sont issus de la nature. Et donc, s'il n'y a plus de nature, et ben, en fait, on ne pourra plus être en capacité d'avoir des médicaments, tout simplement. Il y a l'eau. Aujourd'hui, c'est une ressource qui est de plus en plus rare. Ce qui fait que, ne serait-ce que si on revient à l'alimentation, au-delà du fait que les terres sont épuisées et qu'elles ne pourront plus, tu n'auras plus d'eau disponible. Ou si tu dois le faire, tu vas devoir désaliniser la mer pour avoir de l'eau, pour irriguer, pour planter, ce qui va augmenter le coût de production, ce qui va creuser les inégalités. Et il y a des gens qui ne pourront plus acheter de nourriture parce que ça coûtera trop cher. Donc, en fait, sur le sujet biodive, nature, le sujet central, c'est celui juste de l'alimentation, en fait. Il y a de la santé. C'est les deux trucs les Toi, plus tu utilises, importants. ok. Ok, Ouais, tu utilises, ok. ouais. Ça marche. Parce que, en fait, sans manger et sans se soigner, bah, en fait, de toute façon, on peut pas faire grand-chose. D'accord. Euh, Et là, tu parlais d'une calculette ma plus-value Rénaux du Crédit Ouais, Agricole. Elle est ouais, accessible, je n'ai pas regardé là, mais elle est accessible sur ouais, Internet en libre accès. ouais, ouais, Parce que c'est une question que je me pose depuis quelques temps là sur comment on fait pour calculer la plus-value suite à ouais, une réno ouais, énergétique. ouais, tu peux. C'est dispo. Et il y a une méthode ou c'est une boîte noire? Enfin, un truc un peu Euh, simple où ouais, je bonne pourrais. question. J'ai pas creusé plus que ça. Pour être honnête, je trouve l'exemple et après, j'ai pas cherché plus que ça derrière la méthode. J'irai voir. Hmm. Je crois que je termine avec mes questions. Ok, ça Victor, Nicolas. marche. Vous aussi, D'autres questions? non, c'était très clair, Non, c'est merci bon? beaucoup. C'était super clair, super intéressant. Je suis peut-être venu par curiosité, mais je suis très content d'être venu. Merci Bah, tant beaucoup. mieux, avec plaisir. Bah voilà, je vous ai fait un private cours sur le, Ouais. sur le sujet, mais j'aime bien, c'est Nous, trop cool. Ouais, nous comme sommes quoi, ouais, chanceux. effectivement, je pense que enfin, là, les précédents sujets étaient très techniques et là, parler de finance, c'est un autre thème et les gens sont peut-être un peu moins appétents sur le sujet. C'est bien dommage parce que Moi, la c'est mon finance métier, donc dirige le monde. Voilà. Ouais, C'est le ouais. nerf de la guerre. non, la finance, c'est génial. Moi, je trouve ça passionnant, mais c'est sûr que c'est plein de complexité et puis bah en fait, il faut juste se dire, ok, qu'est-ce que je comprends, puis c'est quoi la contribution que je peux avoir. C'est pas en ayant l'ambition on va réformer tout le système financier tout seul. Non, Voilà. ça, c'est pas possible. Mais il faut arriver à trouver des appuis à droite à Ouais, gauche. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est de comprendre les angles. Mais bon, Ok. effectivement. Eh ben, merci beaucoup, Olivia. Je vais arrêter Merci, l'enregistrement. Merci trop bien. Merci. pour votre participation, Nicolas et Victor. Et puis à une Et prochaine puis, pour un bah, autre très atelier. bonne fin de soirée à vous. Merci. Bon Bonne soirée. courage. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.